Bonjour à tous et bienvenue à la lecture de cette nouvelle vidéo de chimie consacrée aux élèves de terminale scientifique. Cette vidéo a pour but d'installer les bases fondamentales concernant l'écriture des réactions acido-basiques. C'est la première partie consacrée aux acides-bases, aux transformations acido-basiques. Alors, dans cette vidéo, nous ne verrons pas les constantes d'équilibre, qu'on appelle le produit ionique et la constante d'acidité, mais nous verrons comment écrire méthodiquement une transformation acido-basique. Nous verrons également le symbolisme de l'écriture de l'équation, en particulier cette double flèche qui traduit ce qu'on appelle l'équilibre. Donc on verra ce qui se cache derrière la notion d'équilibre dynamique dans les transformations acido-basiques. Et puis nous utiliserons cette relation qui est vraiment très importante, qui installe en fait le début des calculs concernant les acides-bases et en particulier le pH et les conséquences sur les valeurs de concentration d'H3O+. Et ça nous permettra de comprendre la notion d'équilibre. Une deuxième vidéo suivra. Une fois qu'on aura acquis les bases de l'écriture des transformations acido-basiques, une fois qu'on aura bien compris comment écrire ces équations-là, on pourra, de façon logique, écrire les constantes d'acidité, le produit ionique de l'eau, et parler d'acides faibles, de bases faibles, de solutions tampons et de titrage acido-basique, pH métrique ou colorimétrique. Mais, dans cette première vidéo, on va d'abord s'intéresser aux bases qui sont vraiment fondamentales. Donc, n'hésitez pas à passer un peu de temps dans cette première partie parce qu'elle permet de comprendre facilement la suite. Alors, les prérequis, très rapidement, un acide, c'est une espèce chimique susceptible de libérer un ion H+. Ça veut dire qu'elle peut le faire, enfin il peut le faire. Ici, cet acide éthanoïque peut libérer cet ion H+, mais il peut très bien ne pas libérer cet ion H+. Donc un acide, c'est une espèce susceptible de libérer un ion H+. Exemple, l'acide éthanoïque. Donc ici, on a ce qu'on appelle la demi-équation. L'acide, on voit ici l'atome d'hydrogène, eh bien, cet acide peut se transformer en sa base conjuguée et libérer un ion H+. Inversement, une base, c'est une espèce chimique susceptible de capter un ion H+. Ça ne veut pas dire qu'elle va forcément le faire, mais en tout cas, elle peut le faire. Exemple, H-, eh bien, le doublet non liant peut se déplacer sur un ion hydrogène et on aurait la molécule d'eau. Donc la demi-équation, OH- capte H+, et donne H2O. Une autre base, l'ammoniac, NH3, le doublet non liant peut également se déplacer sur un ion H+, et on a NH3 plus H+, donne NH4+. Donc on parle aussi de couple acide-base. Souvent, un acide carboxylique, eh bien on se simplifie la vie en écrivant simplement AH, A-. Ici, un autre couple. Donc lorsqu'on écrit un couple acide-base, on respecte toujours l'ordre, un peu comme ce que l'on faisait en oxydoréduction. D'ailleurs, il y a beaucoup d'analogies avec l'oxydoréduction et les couples oxydant-réducteurs. Donc pour ce qui est des acides-bases, eh bien le couple s'écrit toujours de cette façon-là, l'acide / la base. Acide et sa base conjuguée. Donc ici vous avez différents exemples. Un exemple très important, le fait que H2O est en même temps un acide et en même temps une base. En fait, il a deux comportements possibles. Il peut être un acide, enfin l'eau peut être un acide, mais elle peut être également une base. On dit que l'eau est une espèce amphotère. C'est très important pour la suite des problèmes acide-base. Alors, le cas des acides alpha-aminés, qui est important parce qu'on le retrouve dans pas mal de sujets de baccalauréat. Donc, pourquoi acide alpha-aminé? Eh bien, c'est un acide parce qu'il y a le groupe carboxyle et c'est une amine parce qu'il y a le groupe amino. Donc, on voit que du fait de la présence de l'azote, eh bien, on peut avoir ici une base, le comportement d'une base, et puis ici, on a le comportement d'un acide. On peut perdre cette H, et donc on a différentes possibilités, et donc différents couples possibles.
Alors, chaque couple, acide-base, chaque couple, on peut lui associer une demi-équation. La demi-équation, l'acide se transforme en sa base conjuguée et libère un ion H+. Donc, exemple, NH4+, NH3, NH4+, libère le proton, CH3CO2H libère son proton, un acide carboxylique en général, AH égale A- plus H+. Alors, mais attention, une demi-équation, ça n'est pas une réaction chimique. C'est juste une écriture formelle associée à un couple. Une demi-équation toute seule, ça n'arrive pas. Un acide ne va pas se transformer en sa base conjuguée tout seul. À quelles conditions l'acide va se transformer en sa base conjuguée? À condition qu'il y ait une autre base qui vienne lui arracher cet atome d'hydrogène, cet ion H+. Donc ça ne peut pas se produire tout seul. On ne peut libérer un ion H+, que si une espèce est capable de le capter. C'est pareil en oxydoréduction. Un oxydant ne peut réagir que si on lui présente un réducteur. Un oxydant va capter des électrons à condition qu'il y ait un réducteur qui lui donne les électrons. Ici, on est en échange de protons. Donc, l'acide va perdre cet atome H à condition qu'il y ait une espèce chimique susceptible de venir lui arracher. Donc un acide, il réagit toujours avec une base, et toujours avec une base d'un autre couple. Exemple, l'acide éthanoïque, les ions hydroxydes vont venir arracher l'atome H, l'acide va se transformer en sa base conjuguée, et cette base va se transformer en son acide conjugué. Donc le schéma d'une transformation acido-basique, ce sera toujours acide 1 d'un couple 1, réagit avec la base d'un autre couple pour donner la base conjuguée de l'acide 1 et l'acide conjugué de la base 2. Donc comment on écrit cela? En fait, on avait deux demi-équations associées à deux couples, le couple acide éthanoïque, ion éthanoate, et la demi-équation associée au couple HO-, au couple H2O, HO-. Mais on écrit cette deuxième équation dans ce sens-là pour bien faire apparaître l'échange de protons. On voit ici, l'acide éthanoïque a perdu son proton, l'ion hydroxyde a capté ce proton. Et donc, le bilan de ces deux opérations, c'est l'équation de la transformation acido-basique, et cette fois, je mets une flèche comme d'habitude. Donc, une transformation acido-basique, si vous devez justifier qu'elle fait partie de cette classe de transformation acido-basique, il faut bien préciser que c'est une réaction avec échange de protons. Alors, comment s'y prend-on de façon rigoureuse et méthodique pour écrire l'équation d'une transformation acido-basique? D'abord, il faut retenir le schéma général qu'on a déjà vu. Acide 1 plus base 2 donne base 1 plus acide 2. On commence par écrire les couples en présence et on entoure les réactifs. On écrit les demi-équations dans le sens correspondant réactif-produit. On tire un trait, on fait l'équation de la réaction acido-basique. Alors on va voir un exemple. On fait réagir une solution de chlorure d'ammonium, ça c'est l'acide. Les chlorures sont spectateurs. Et on fait réagir avec une solution de soude, les ions sodium sont spectateurs. Donc on commence par écrire les couples en présence. Donc on a NH4+, c'est l'acide, et sa base conjuguée, j'enlève un H+, ça donne NH3. L'autre couple, puisque je fais réagir un acide avec une base, c'est que OH- est une base. Donc je cherche l'acide conjugué de OH-, j'ajoute un H+ à OH-, c'est H2O. Ensuite, on écrit les demi-équations dans le sens correspondant réactif-produit. NH4+ est bien réactif, il va donner NH3. HO- est réactif. Ce n'est pas H2O qui est réactif. Donc il ne faut pas écrire H2O égale HO- plus H+. Donc on écrit les demi-équations dans le sens des réactifs, c'est pour ça que méthodiquement, on entoure les réactifs. On tire un trait, on voit bien qu'il y a eu échange d'ion H+, et on écrit l'équation de la transformation. Alors, si on veut être rigoureux, on ajoute le fait que les ions sont en phase aqueuse et que l'eau est le solvant,
Donc on rajoute une petite parenthèse L. Donc vous verrez souvent cette écriture dans les sujets sérieux. Alors venons-en à un autre point très important, la façon d'écrire une équation de réaction acido-basique et le symbolisme qui est nouveau en terminale de cette double flèche. Alors on va prendre toujours l'exemple de l'acide éthanoïque, un exemple très classique, et on va écrire l'équation de la transformation. Alors on peut le faire très rapidement sans les demi-équations, hein. J'écris les réactifs, donc là je m'intéresse à la réaction de l'acide éthanoïque avec l'eau. Donc l'acide éthanoïque plus l'eau va donner les conjugués. La base conjuguée de l'acide éthanoïque et l'acide conjugué de l'eau. Et je vais prendre un certain état initial. Alors je mets de l'acide dans de l'eau, il y a beaucoup d'eau. Donc le réactif qui est en excès c'est l'eau, et donc le réactif limitant c'est l'acide éthanoïque. Je m'attends donc à un état final qui serait un état maximum, comme on l'avait fait en première S, où à chaque fois le limitant disparaissait. Donc si le limitant disparaît, eh bien j'ai un état final qui est l'état max. Mais ça, c'était avant la terminale. On s'est d'ailleurs rendu compte dans le chapitre cinétique que ça n'arrivait pas toujours. On n'arrive pas toujours à l'état max. Donc je vais regarder la réalité. Comment je fais pour connaître la réalité? Je vais mesurer le nombre d'H3O+ que j'ai dans la solution. Et quel est le meilleur moyen? Eh bien, c'est de mesurer le pH. Et bien là, surprise, le pH ne vaut pas 2 à la fin, il vaut 3,4. Alors, la valeur du pH me donne la concentration en ion H3O+. Cette concentration est donnée par 10 puissance moins pH. Donc, j'ai une surprise parce que je m'attendais à 10-2 mol par litre. Du moins, j'ai une surprise si je suis élève de première S. Mais en terminale, on a commencé à dire que les réactions pouvaient ne pas aller jusqu'à ce que le limitant disparaisse. Donc il se trouve que la concentration en H3O+ est très inférieure à ce qu'on attendait. En fait, l'acide, il n'a pas fait son travail. Il ne s'est pas totalement dissocié et il n'a pas donné tous les H+ qui étaient possibles, tous les ions H3O+. Alors d'après l'équation, j'ai autant d'H3O+ formé que de CH3CO-, donc la concentration CH3CO-, c'est aussi 4-10-4 mol par litre. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On avait 10-2 mol par litre au début d'acide éthanoïque, et à la fin, combien il m'en reste? 10-2 moins ce qui a réagi. Il m'en reste 0,96. Autrement dit, j'étais parti à 1 10-2 et je finis à 0,96. Il n'y a que 4% de l'acide qui s'est transformé en sa base conjuguée. D'où cela vient-il? Eh bien, vous avez un acide qui rencontre la molécule d'eau, ça se fait par des chocs au niveau moléculaire dans la solution aqueuse, et l'acide éthanoïque se transforme en sa base conjuguée. Mais quand cette base rencontre de nouveau H3O+, quand la base CH3CO- rencontre H3O+, eh bien la réaction se fait également dans le sens inverse. Et finalement, à la fin, il s'instaure un équilibre qu'on appelle un équilibre dynamique, où il y a autant d'acide éthanoïque qui se transforme en ion éthanoate que le contraire, des ions éthanoates qui se retransforment en acide éthanoïque. Donc si vous regardez votre bécher, il ne se passe rien, apparemment. Votre solution, elle est incolore, mais à l'intérieur, ça s'agite, ça n'arrête pas de se transformer. Néanmoins, il y a un équilibre. Il y a autant d'acides qui disparaissent que de la base conjuguée qui disparaît. Et donc, on a ce qu'on appelle un équilibre. Quand vous allez mettre votre sonde pH métrique, vous allez voir que la valeur de H3O+ ne va pas changer. Le pH est stable. Ça veut dire qu'on a un équilibre, mais à l'intérieur de votre solution, il se passe plein de choses. Mais c'est pour ça qu'on appelle cela un équilibre dynamique. Donc, la double flèche sera utilisée lorsque l'on a un équilibre entre les réactifs et les produits. Donc la transformation chimique est le siège d'un équilibre chimique. Alors, est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce qu'on va toujours écrire nos équations avec cette double flèche, ce formalisme qui traduit l'équilibre pour la transformation? Eh bien, pas toujours. Si on prend l'acide nitrique réagit avec l'eau et donne des ions nitrates et des ions H3O+. Et bien cette fois-ci,
si on part avec 10-2 moles par litre, eh bien on récupère 10-2 moles par litre d'ion H3O+. C'est mesuré par le pH, et là de nouveau, surprise, en fait tout l'acide nitrique est transformé en H3O+. Donc ça veut dire que H2O peut capter très facilement l'ion H+ de l'acide nitrique. Et donc comment ça va se traduire? Eh bien cette fois-ci par une simple flèche, parce que la réaction est totale ou quasi totale. C'est jamais exactement égal à 10-2 moles par litre, ça peut être égal à 1,9999, enfin 0,9999 10-2 moles par litre. Donc comprendre ça est très important pour la suite, parce que bientôt on va parler d'acide faible et de base faible, d'acide fort et de base forte. L'acide nitrique, c'est un acide, il est susceptible de libérer des ions H+. Ces ions H+ sont captés par H2O, ça donne H3O+. Donc ici, on voit que l'acide nitrique, quelque part, a fait son boulot. Il a fait son boulot, il a libéré ses H3O+. C'est un acide. Son travail, entre guillemets, c'est de libérer des ions H+. Bon, bah là, il a fait tout le travail. C'est-à-dire, il était à 10-2 moles par litre, il a entièrement disparu, il a fait son travail d'acide. On dira que l'acide nitrique est un acide fort. Inversement, du fait de l'équilibre dynamique qui existe entre l'acide éthanoïque, l'eau, les ions éthanoate et H3O+, eh bien l'acide éthanoïque, on peut considérer qu'il n'a pas fait son boulot d'acide, ou très peu, il s'est très peu dissocié. On parlera d'acide faible. Et une fois que vous avez compris comment bien écrire les équations acide-base, vous saurez écrire facilement les constantes d'acidité. Et les équilibres vont être caractérisés par les constantes d'acidité, le produit ionique de l'eau, et ce qui donnera la force d'un acide, ce seront les valeurs de ces constantes d'acidité. Mais ça va être la deuxième partie, où on va être un peu plus technique, avec un peu plus de calcul, et où on comprendra par la valeur des K et pKa ce qu'est un acide faible, une base faible, un acide fort, une base forte. Mais ça, ce sera la deuxième partie. Voilà, je vous remercie pour votre attention, et à bientôt pour la deuxième partie des transformations acido-basiques. Bon courage, bonne révision, et à bientôt.